Ceci est une présentation que j'ai faite au printemps de cette année 2021 à la demande de la professeure d'histoire de mon fils. Le but, c'était vraiment de sensibiliser les collégiens aux répercussions des stéréotypes sexistes dans la publicité. Bonjour, je vais donc vous parler des stéréotypes sexistes, aussi appelés stéréotypes de genre. Je vais vous expliquer un petit peu d'où est-ce qu'ils viennent et quelles formes ils peuvent prendre. On en trouve évidemment dans la publicité, mais pas seulement, aussi à beaucoup d'autres endroits. Et ces stéréotypes, vous allez voir, ils ont une influence sur la société auquel il est difficile d'échapper, et ils vont avoir des conséquences à beaucoup de niveaux différents. Alors, en fait, un stéréotype, déjà, c'est quoi? Parce que on répète le mot, mais peu de personnes savent qu'à l'origine, cela veut dire impression solide. Le terme vient du grec stéréo, qui veut dire solide, et typo, qui veut dire impression. C'est un mot qui vient de l'imprimerie à la base. C'est une invention d'un monsieur qui s'appelle Firmin Didot et qui a en fait découvert comment est-ce qu'on pouvait imprimer à la chaîne. Donc en l'occurrence, à partir d'une typographie, on obtient un aplat. Par extension, le stéréotype en psychologie, c'est devenu l'impression solide d'une idée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va rester dans la tête d'une idée ou d'un concept. Et il se trouve que notre cerveau, depuis toujours, a tendance à associer des idées à des images. Déjà dans les grottes de Lascaux, on représentait un bonhomme bâton avec une lance à la main, on avait l'idée de la chasse. Donc, notre cerveau associe des idées à des images. Du coup, par extension, le stéréotype, ça va être un peu l'image mentale qui symbolise une idée. Alors les stéréotypes, c'est hyper utile en publicité. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas se mentir, la publicité, elle est là pour nous vendre des choses. Et il faut qu'elle aille vite. Donc, par exemple, il faut vendre un chewing-gum qui a un super goût à la fraise, mais qui fait aussi blanchir les dents. On a besoin alors du rôle d'un scientifique pour nous expliquer que c'est super bien pour blanchir les dents, et il suffit d'une blouse blanche sur une personne, et automatiquement notre cerveau va l'associer à l'idée de l'expert et de la science. Pour, par exemple, expliquer qu'une voiture est très sécurisée parce que ses freins sont géniaux, on va avoir une personne avec un bleu de travail et une clé à molette à la main. Et ça va être le mécanicien qui travaille à l'usine et qui va nous expliquer que techniquement, la voiture est super. Voilà, le problème, il ne vient pas du fait que la publicité utilise des stéréotypes. Le problème, il vient du fait que systématiquement, les mêmes images ont tendance à être associées au même type de personnes. Par exemple, en 2020, 82% des rôles d'experts à la télévision dans les publicités, chez nous en France, c'étaient des hommes. Et les seules fois où les femmes étaient expertes, c'était pour vendre des cosmétiques ou des lessives. Ça va créer un gros déséquilibre. Un autre exemple, c'est qu'une femme a bien plus de risques de se retrouver nue ou dénudée dans une publicité, puisque 2 tiers des publicités qui dévoilent des parties intimes du corps mettent en scène des femmes. Je rappelle que la population, c'est 51% de femmes, 49% d'hommes. Donc cela crée des problèmes de représentation, puisque ce qu'on montre ne correspond pas à ce qui existe. Comme je vous disais, ces stéréotypes vont avoir une influence auquel il est assez difficile d'échapper, en tout cas dans un premier temps, et ce pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'imiter, c'est ce qui nous permet d'apprendre. Alors, c'était déjà le cas lorsqu'on était à 4 pattes, bébé, en train de baver, et qu'on a vu nos parents sur leurs 2 jambes, et on s'est dit que ça serait peut-être bien de faire comme eux. Et ça, on va faire ça toute notre vie. C'est parce que l'être humain a vu des oiseaux dans le ciel qu'il s'est dit qu'il aimerait aussi voler. Et ça lui a donné envie de construire des avions. Imiter, c'est comme cela que l'on apprend, et on fait ça toute notre vie. La deuxième chose, c'est que ce qu'on a envie d'être ou ce qu'on a envie de posséder fonctionne un peu pareil. Cela fonctionne par mimétisme. C'est-à-dire qu'on a surtout envie d'être ou de posséder ce qu'on voit quelqu'un d'autre être ou posséder. On dit que le désir est mimétique. Alors ce n'est pas moi évidemment qui le dit, c'est ce monsieur qui s'appelle René Girard et dont vous voyez ici le portrait. Et la troisième chose qui explique pourquoi les stéréotypes sont aussi influents, c'est le concept de plasticité cérébrale. Alors là, c'est un peu plus complexe. En gros, notre cerveau apprend tout le temps et il apprend en fonction de l'expérience. Dans notre cerveau, il y a des neurones qui contiennent des informations et des connexions qui sont sous la forme de synapses. Et ce sont ces connexions qui permettent de relier des idées entre elles, qui nous font avancer. Eh bien, 90% des connexions qui se font dans notre cerveau, elles se font après la naissance. C'est pour cela que l'éducation, l'environnement et la culture jouent un rôle très important. Concrètement, cela veut dire qu'un bébé, le cerveau d'un bébé ne va pas évoluer de la même façon selon qu'il grandit dans les Hauts-de-Seine, à côté de chez nous, ou à Rio de Janeiro, au Brésil. Alors ça, c'est un schéma que j'ai trouvé. Il est en anglais, mais je peux quand même vous l'expliquer. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des connexions dans notre cerveau? Lors de différents événements, lorsque l'être humain vit de nouvelles expériences, fait de l'exercice, apprend, vit des émotions, médite, lorsqu'il a des interactions sociales, etc., ces événements vont permettre aux connexions de se faire. Et plus ces événements arrivent, plus ils se répètent et plus la connexion se renforce. C'est-à-dire qu'au début, elle apparaît sous forme de pointillés, comme vous voyez en haut.
Mais plus il y a de nouvelles expériences et plus la connexion se renforce. Et au contraire, cela va affaiblir d'autres connexions qu'il y avait avant. Alors ça a un côté très positif et un autre un peu moins. Très positif parce que c'est ce qui permet à notre cerveau d'être résilient, d'apprendre à résoudre des problèmes, de surmonter des dépressions, des traumatismes. Voilà. Le côté un peu moins positif, c'est que les connexions, les synapses, elles n'ont aucune idée du bien, du mal, de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Donc on peut très bien répéter quelque chose de faux à notre cerveau. On peut répéter une fake news, on peut répéter un mensonge, notre cerveau peut quand même l'intégrer, tout simplement parce que les connexions synaptiques ne font pas la différence. Pour en revenir aux publicités, eh bien qu'est-ce que ça fait? Ça fait que plus les garçons ils voient des hommes experts, présidents de la République, banquiers et chefs d'entreprise, plus ils ont envie et ils se disent qu'ils peuvent être banquiers, chefs d'entreprise, présidents de la République. À l'inverse, plus les filles se voient dans des rôles inférieurs, subalternes, domestiques, en train de faire la cuisine, le ménage, etc. Alors, ça ne va pas leur donner envie de faire des lessives, ça ne marche pas comme ça, mais par contre, moins elles se disent qu'elles peuvent être experts, chefs d'entreprise, présidentes de la République, astronautes, scientifiques, etc. Donc la première conséquence des stéréotypes, elle est psychologique, c'est-à-dire que les gens sont influencés de façon inconsciente et en retour, cela va transformer leur comportement. Parce que les filles et les garçons ne vont pas apprendre ce qu'ils pourraient être, mais ce que la société attend qu'ils soient. Et c'est comme ça que les filles intègrent très vite que la science et l'informatique, c'est plutôt un truc de garçon. C'est comme ça que les garçons apprennent que, par exemple, quand on est un garçon, on ne pleure pas. Voilà, pleurer devient un signe de faiblesse. Ils vont aussi apprendre que pour résoudre un conflit, il faut aller au duel physique. Le western, toutes ces choses-là, toute cette façon de penser et de dire vas-y, on se retrouve tout à l'heure, on va régler notre problème. Non, évidemment, cela ne règle rien du tout, mais ils vont quand même intégrer cette idée. Et puis, ils vont apprendre tout un tas d'idées pas très positives sur les femmes. En premier lieu, ils vont apprendre qu'elles parlent beaucoup, et puis pour pas grand-chose. Et puis souvent qu'elles exagèrent, elles mentent. Ce sont des faiseuses d'histoires, ça c'est vraiment très important. Ils vont apprendre qu'en fait, c'est normal que ce soit un homme à la tête d'une entreprise, puisque c'est son rôle naturel. Il faut un homme pour diriger. Quand ils se mettent en couple, après, ils vont intégrer assez naturellement le fait que c'est normal que ce soit leur femme qui s'occupe des enfants, qui fasse le ménage ou qui fasse la cuisine. Ils vont reproduire tout simplement ce qu'ils ont vu toute leur vie. Alors, vous pourriez penser qu'on a beaucoup évolué là-dessus, mais pas tant que ça. En 2016, 80% des femmes faisaient le ménage et la cuisine au moins 1 heure par jour, contre seulement 36% des garçons. Donc, vous pensez bien que ce temps que les femmes passent à faire la cuisine, le ménage, c'est du temps qu'elles ne passent pas à produire, inventer, innover, créer. Du coup, ça va créer une inégalité de situation qui va en retour provoquer une inégalité de résultats. Concrètement, les femmes ont moins de temps pour faire des choses et ça, on va leur reprocher. Par exemple, les gens qui sont un petit peu machistes vont se dire bah oui, mais regarde, tous les grands joueurs d'échecs, ce sont des hommes. Ça veut bien dire que les femmes sont moins stratèges. Et les filles, elles aussi, elles vont apprendre. La première chose, c'est qu'elles vont se dévaloriser. Elles vont intégrer inconsciemment qu'elles valent moins, qu'elles sont moins capables de faire. Ça, c'est vraiment très important et on va le retrouver énormément sur le marché du travail. Les femmes postulent moins sur certains métiers, sur certains postes, parce qu'elles ont tendance à penser qu'elles ne sont pas à la hauteur. C'est-à-dire qu'elles lisent une annonce d'emploi et elles voient le descriptif et elles se disent oh là là, je ne sais pas si c'est pour moi ça. Alors même qu'elles sont parfois très fortes et qu'elles ont un haut niveau d'études. Pendant ce temps-là, un garçon, on lui a expliqué depuis le début qu'il pouvait être tout ce qu'il voulait, y compris le président de la République. Donc dans sa tête, il n'y a rien qui lui est impossible. Au contraire, il a encore plus envie, il est encore plus motivé pour faire des choses. L'autre point, c'est que les filles vont avoir tendance à penser que leurs besoins à elles sont moins importants que ceux des hommes, et en particulier de leur conjoint. Elles vont avoir tendance à prioriser les besoins de la personne avec qui elles sont. Par exemple, pendant le premier confinement, 42% des femmes qui télétravaillaient étaient obligées de travailler dans une pièce qu'elles partageaient avec leurs enfants, contre seulement 26% des hommes. Ça crée évidemment des grosses inégalités. Par exemple, on va imaginer dans une même entreprise, on a deux employés en télétravail, Robert et Patricia. Robert, il a sa pièce à lui où il peut se concentrer. Et Patricia, elle doit travailler avec le petit Joshua qui veut jouer au Playmobil et la petite Julie qui a besoin d'aide pour faire ses devoirs. À la fin du premier confinement, le patron de Robert et Patricia, il va voir Robert et il lui dit dis donc Robert, bravo, hein. Je sais que cette situation n'a pas été facile, mais tu as toujours répondu présent, tu m'as envoyé des super documents, des présentations au top, tu peux être fier. Je suis très impressionnée et je pense que je vais t'accorder la promotion que tu me demandes parce que, chapeau. Et puis le patron, après, il va voir Patricia et il va lui dire bon, écoute, je sais que le confinement ce n'était pas évident, mais regarde Robert, lui aussi il était confiné et en attendant il a fait du super boulot.
Alors que toi, je t'ai appelé plusieurs fois, tu n'as pas répondu au téléphone, je t'avais demandé de m'envoyer des documents pour 17 heures et tu me les as envoyés que le lendemain. Donc, bon, je te mets pas un avertissement parce que je suis sympa, mais j'attends que tu te ressaisisses. Là, on est dans un cas typique. On a des idées dans la tête des gens qui créent des inégalités de comportement, donc des inégalités de situation, donc une inégalité de résultat. Et après, c'est reproché en retour à certaines catégories de personnes. La dernière chose, c'est que les filles vont être bombardées de stéréotypes qui sont parfois complètement contradictoires. Par exemple, il y a quelque chose qu'on apprend aux petites filles dès la naissance, vraiment dès la naissance avec les princesses, il faut être jolie, séduisante. C'est comme ça que l'on se marie. Sauf qu'après, qu'est-ce qu'elles vont apprendre? Alors attention, il ne faut pas être trop jolie, parce que quand on est jolie, cela veut aussi dire qu'on n'a rien dans la tête. On ne peut pas être très jolie et très intelligente. Et puis aussi, elles vont apprendre que oui, il faut être séduisante, mais il ne faut pas non plus avoir trop de succès. Il ne faut pas connaître trop d'hommes. Il ne faudrait surtout pas être une fille facile. Tout ça fait que ça devient compliqué pour elles de savoir comment se comporter. Parce qu'en fait, dans un cas comme dans l'autre, elles sont perdantes. Sans parler du fait, et ça vaut pour les filles et pour les garçons, que les personnes qui ne se conforment pas aux stéréotypes qui leur sont assignés sont jugées très durement par l'ensemble du groupe. La société va avoir tendance à ne pas être gentille avec un garçon qui n'aime pas le foot, qui n'est pas intéressé par les voitures, qui adore la mode et s'habille en rose. De la même façon, on va parfois ne pas être très agréable envers une femme qui n'a pas du tout envie d'avoir des enfants. Elle est super motivée par son travail, elle ne se comporte pas de façon douce et maternelle, eh bien elle sera jugée dure, agressive. Au lieu de dire qu'elle est ambitieuse, on dira qu'elle est carriériste, qu'elle a les dents qui rayent le parquet. Voilà, on va porter des jugements dévalorisants. Je vais maintenant évoquer deux publicités en particulier. Ce sont vraiment des exemples pour vous montrer ce qui parfois se joue derrière des choses qui ont l'air de rien comme ça. La première, c'est une publicité de 2016. Elle est écrite, réalisée et jouée par un monsieur qui s'appelle Frédéric Becbédé. Et il fait la publicité d'une marque de sous-vêtements. Vous allez voir, c'est une vraie petite merveille. Monsieur Becbédé se met dans la peau d'un écrivain qui essaye de travailler. Il essaye de se concentrer, de créer quelque chose, mais il est tout le temps dérangé par sa compagne qui passe son temps à faire exprès de se balader en sous-vêtements devant lui. En plus, sa compagne, au-delà du fait qu'elle se balade tout le temps en sous-vêtements, elle a l'air particulièrement stupide parce qu'elle fait du roller en petite culotte. Elle passe la tondeuse en petite culotte. Je pense personnellement qu'il faut vraiment être stupide pour passer la tondeuse en petite culotte. Personne ne ferait ça dans la vraie vie, à moins d'être sérieusement dérangé du cerveau. C'est comme dans le film Jurassic World. Quand on est poursuivi par un dinosaure, a priori on a tendance à vouloir aller plus vite, donc on ne garde pas les talons aiguilles. Pourtant, pendant un film entier, l'héroïne de Jurassic World, elle garde ses talons. Bref, dans la publicité de Monsieur Becbédé, on a deux clichés principaux qui sont très importants. Le premier, c'est que la femme est manipulatrice. Et comment est-ce qu'elle manipule? Par son corps, en essayant de séduire. Et elle ne séduit pas dans le vide, elle le fait pour déranger le monsieur, pour l'empêcher de produire. Ça, c'est le deuxième cliché. La femme est un obstacle à la créativité de l'homme. En résumé, le génie est masculin et la femme vient déranger ce talent. Alors on en reparlera plus tard, le fait que la femme manipule, et en particulier par la séduction, c'est quelque chose qui va être la source d'énormément de problèmes. La deuxième publicité, c'est une campagne d'affichage de numéricable. On est 2 ans avant, donc en 2014, c'est pour le lancement de la fibre. Alors pareil, l'équipe a dû beaucoup réfléchir pour produire ce slogan merveilleux, téléchargez aussi vite que votre femme change d'avis. Alors ici, le premier cliché, c'est que c'est l'homme qui s'y connaît en informatique. La technologie, c'est donc un truc de garçon. Et le deuxième, qui est beaucoup plus retors, c'est que la femme est lunatique. Elle ne sait pas avoir d'opinion, elle change d'avis. Elle est changeante comme la lune, donc on ne peut pas lui faire confiance. Alors, au-delà du fait que c'est faux, pourquoi est-ce que ça n'est pas drôle du tout? Par exemple, cet argument comme quoi on ne peut pas faire confiance aux femmes, qui ne savent pas ce qu'elles veulent, c'est un argument que les hommes ont utilisé dans notre pays pour refuser aux femmes le droit de vote et le droit d'être élues jusqu'en 1944. Alors pour vous qui êtes nés après 2000, 1944, ça vous paraît probablement être il y a très longtemps, c'était le siècle dernier. Oui, mais sachez que les femmes ont pu voter en Nouvelle-Zélande dès 1893, donc le siècle encore d'avant. La France, qui est, selon les critères et les époques, la troisième, quatrième ou cinquième puissance mondiale, a été le 24e pays mondial à accorder le droit de vote aux femmes. Ce n'est pas très glorieux. Non seulement elle a été très tardive, mais en plus elle l'a fait après des pays très conservateurs, comme le Chili, le Brésil, l'Inde. En termes de droits humains, quand on est la patrie de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, passer après l'Inde, c'est un petit peu étrange. Vous pourriez aussi vous dire, oui, mais c'est bon, depuis 1944, maintenant le problème est réglé. Eh bien, pas tant que ça. Parce que cet argument comme quoi les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent, elles ne savent pas diriger, on ne peut pas leur faire confiance, elles ne sont pas aptes à prendre des décisions, etc., c'est ce qui justifie pour certaines personnes le fait que les femmes accèdent très difficilement à des postes à responsabilité. Il existe un phénomène qu'on appelle le plafond de verre.
plus on monte dans les niveaux de responsabilité et plus les femmes vont se faire rares, alors que pourtant, encore une fois, elles performent très bien au niveau des études. Par exemple, au Sénat, il n'y a que 29% de femmes, sachant qu'il y a des quotas imposés et que les femmes forment 51% de la population. Dans l'entreprise, c'est encore plus marqué, parce que si on prend les 40 entreprises françaises les plus cotées en bourse, ce qu'on appelle le CAC 40, eh bien il n'y a aucune femme à la tête de ces entreprises. C'est toujours la même chose. Ces idées, elles ont l'air drôles comme ça, mais les répéter, cela influe les gens. Cela fait que lorsqu'il faut recruter quelqu'un pour diriger un groupe, les gens naturellement vont avoir tendance à penser à des hommes. Cela a des résultats très concrets. Jusqu'à présent, on a plus parlé des conséquences qui étaient d'ordre psychologique. On va maintenant voir d'autres catégories de conséquences, sociales, économiques et médicales. Sur le marché du travail, globalement, les femmes ne sont pas très heureuses. Pourquoi? Parce qu'elles sont traitées différemment déjà, elles sont discriminées. C'est-à-dire qu'elles sont moins bien payées, elles ont des postes à moins de responsabilités, elles sont soumises à plus de pression, elles sont jugées plus durement. Mais surtout, elles vont être harcelées de manière importante. En 2020, 30% des Françaises, soit quasiment une Française sur trois, a été un jour agressée ou harcelée sexuellement sur son lieu de travail. C'est énorme. C'est-à-dire que si les choses ne changent pas, on prend toutes les filles de cette classe, puis on en garde une sur trois et on sait qu'il va leur arriver des pépins. Alors, cette histoire de harcèlement, vous allez me dire, mais quel rapport avec les stéréotypes? Reprenons notre exemple. Patricia, notre employée, a maintenant un nouveau collègue qui s'appelle Gilles. Et Gilles aime bien Patricia, il lui fait des avances. Sauf que Patricia n'est pas intéressée du tout, donc elle lui dit non merci. À part que, qu'est-ce qu'il se dit Gilles? Il se dit bah oui, mais les femmes c'est bien connu, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Et en plus elles ont tendance à manipuler. Donc en fait elle me dit non, mais elle pense oui. Parce qu'il y a un autre stéréotype qui se rajoute par-dessus ça, qui est à l'origine inspiré de l'amour courtois à l'époque littéraire de Chrétien de Troyes, et qui est généralisé aujourd'hui dans les programmes pour enfants. Lorsque le héros est masculin et qu'il est amoureux d'une fille, cela se passe toujours de la même façon. Il est amoureux d'elle, au début elle ne le remarque pas, mais il insiste, il persévère, il prouve sa valeur, il franchit des obstacles, et à la fin, miraculeusement, la fille dit oui. Ça entretient l'idée qu'en fait, il faut insister pour que la fille dise oui. Une fille se gagne comme un trophée. Donc Gilles, en fait, il se dit non mais en fait, Patricia me manipule, elle se fait désirer, il faut juste que j'insiste. À part que lorsque quelqu'un vous dit non et que vous n'acceptez pas ce non et que vous continuez, c'est du harcèlement, c'est puni par la loi. Le harcèlement, c'est une violence qui peut aller très loin. Donc si on additionne les deux phénomènes de discrimination et de harcèlement, cela va faire que les femmes vont changer de poste plus souvent. Il va y avoir un turnover plus important des femmes. Ça, c'est un terme anglais qui signifie que l'on change de travail. En plus, non seulement elles sont maltraitées et malheureuses, mais il leur faut aussi se rendre plus disponibles pour les enfants. Donc, dès qu'elles sont mamans, elles vont devoir adapter leur carrière et encore plus changer de travail. Ça a des conséquences économiques importantes, parce que plus le turnover est élevé et plus cela coûte cher à l'entreprise. Il faut recruter quelqu'un d'autre, il faut payer des intérimaires en attendant d'avoir recruté cette personne. C'est un peu comme les embouteillages. Plus il y a des gens qui changent de fil et plus le ralentissement est important. Reprenons l'exemple de Patricia. Gilles n'a vraiment pas été correct. Il a été jusqu'au bout de son délire, et à la fin il a agressé Patricia. Donc elle va voir la police et elle dit « Écoutez, j'ai été agressée par mon collègue. » Mais c'est pareil, les policiers eux aussi sont imprégnés de stéréotypes. Donc du coup, ils peuvent ne pas être très réceptifs au témoignage de Patricia. Ils peuvent dire « Dis donc, vous n'exagériez pas un peu par hasard? Gilles, ça a l'air de quelqu'un de très bien. En plus, il a un costume, il est marié, il a des enfants. » Ça, c'est le stéréotype du bon père de famille. Ça paraît énorme, mais c'est vrai. Il existe une idée comme quoi, si un homme est marié, s'il a des enfants, une situation professionnelle, il ne peut pas être criminel. Ça repose sur rien du tout, parce que malheureusement, les violences faites aux femmes se retrouvent dans toutes les catégories sociales. Mais ça n'empêche que cette idée-là existe et explique en partie comment des gens vraiment pas bien, comme DSK ou Olivier Duhamel, ont violenté en toute impunité pendant des décennies sans que personne ne vienne les arrêter. Bref, ces stéréotypes, ils sont au niveau de la police, mais ils sont aussi au niveau des avocats, des procureurs, des juges qui prennent des décisions, etc. Donc par exemple, cette idée qu'on ne peut pas faire confiance aux femmes parce qu'elles racontent n'importe quoi, cela va faire que les crimes qu'elles subissent vont être très mal jugés. En France, sur 100 viols et tentatives de viol, il n'y a qu'une seule condamnation à la hauteur du crime. Cela veut dire que 99% des viols et tentatives de viol ne sont pas punis comme ils devraient l'être. C'est dramatique. En plus, il n'y a pas que les agressions physiques, il y a le stress, les traumas que cela génère. Cela va avoir des conséquences médicales très importantes sur la santé des femmes. Déjà, il faut savoir que la plus grande cause de mortalité et d'atteinte à la santé des femmes, c'est la violence des hommes. C'est-à-dire qu'une femme, entre ses 16 et ses 44 ans, elle a plus de risques, plus de probabilités de se faire frapper par son conjoint ou même assassiner par son conjoint que d'attraper un cancer, de mourir d'un accident de la route ou de tomber malade. Quand on parle des droits des femmes, souvent les gens pensent égalité salariale. Oui, c'est vrai, les inégalités salariales, c'est un gros problème. Mais s'il n'y avait que ça comme problème, ce serait déjà un bon début.
Sans parler du fait que tout ça crée des tensions très importantes pour la société. Cela crée un coût énorme. Vous pensez bien que Patricia, imaginons, elle s'est fait agresser par Gilles. Elle n'a pas eu la promotion qui est plutôt allée à Robert. Elle ne va pas très bien. Elle sombre dans la dépression. Elle peut faire une tentative de suicide, par exemple. Elle ne peut plus aller travailler, elle est en arrêt maladie. Du coup, c'est la sécurité sociale qui la paye. Et tout ça, c'est l'argent de nos impôts. Attention, ne vous méprenez pas, hein, c'est normal que Patricia soit indemnisée, c'est même une très bonne nouvelle. Mais tout ça, toutes ces souffrances, ces complications, elles auraient pu être évitées. Les stéréotypes et l'ensemble de toutes ces idées absurdes dont je vous ai parlé ont malheureusement des conséquences qui sont très concrètes et qui, accumulées, font qu'il y a quand même tout un tas de dysfonctionnements à plein d'échelles de la société. Plus globalement, les stéréotypes, c'est aussi une censure, un gâchis monstrueux. Une société qui passe son temps à expliquer aux filles et aux garçons ce qu'ils devraient faire et ce qu'ils ne devraient pas faire, contrairement à ce qu'ils ont envie de faire, c'est une société qui empêche les personnes de s'épanouir comme naturellement elles le feraient. Si ça se trouve, dans cette classe, il y a une fille qui serait formidable en informatique et qui pourrait devenir la nouvelle hackeuse révolutionnaire du FBI, mais qui va s'empêcher d'aller dans cette voie parce que c'est une filière en apparence masculine. Si ça se trouve, il y a un garçon dans cette classe qui serait le nouveau Yves Saint-Laurent, qui devrait être designer de mode, mais qui s'empêchera de dessiner des vêtements parce que ses copains lui diront que c'est un truc de fille. Globalement, la société devient moins riche, moins diversifiée, moins compétitive. Parce qu'à force de mettre les gens dans des carcans, dans des bulles, ça les contraint, et de cette contrainte naissent beaucoup de problèmes. Plus généralement encore, moi je suis venue vous parler des stéréotypes sexistes, parce que c'est ce que j'ai étudié, c'est ce que je maîtrise. Mais il en existe tout un tas d'autres. Il y a les stéréotypes agistes, donc par exemple, qui consistent à penser des choses par rapport à l'âge. En général, on a tendance à dire que les jeunes ne savent pas de quoi ils parlent et que les personnes âgées sont inutiles et un poids pour la société. Il y a les stéréotypes racistes en fonction de la couleur de peau, les stéréotypes validistes qui visent les personnes en situation de handicap, et les stéréotypes classistes en fonction des classes sociales. Par exemple, on a une vision très verticale de la société, où plus les gens gagnent de l'argent et mieux ils sont perçus, alors que pourtant ça n'a pas forcément à voir avec leur utilité. Notre société peut difficilement survivre sans des aides-soignants à l'hôpital et sans des ouvriers du bâtiment qui construisent des logements et des routes en bon état. Mais elle va valoriser beaucoup plus le trader qui spécule sur des sommes d'argent à la bourse. Alors que, bon, vu les crises financières qui se répètent, on pourrait penser que sans trader, on ne vivrait pas si mal finalement. Par exemple, il y a un terme qui est quand même très particulier. On parle de catégorie socio-professionnelle supérieure. On entretient l'idée que certaines personnes sont supérieures à d'autres. Justement, cette catégorie socio-professionnelle supérieure, ce qu'on appelle les cadres, c'est seulement 9% de la population française. Mais c'est 60% des personnes que vous voyez à la télévision et 76% des députés à l'Assemblée nationale. Concrètement, ça veut dire qu'une majorité des députés à l'Assemblée nationale ne sait pas ce que c'est que d'être une femme, ne sait pas ce que c'est que de travailler dans une usine, ne sait pas ce que c'est que par exemple descendre d'une famille d'immigrés. Mais ils vont prendre des décisions pour l'ensemble de la population. Récemment, il y a eu des députés qui voulaient faire passer une loi qui interdit aux femmes de choisir le sexe de leur gynécologue à l'hôpital. Ce n'est pas une farce. Il faut vraiment être un monsieur, ne pas savoir ce que c'est que de se retrouver régulièrement à moitié nu à exposer son intimité devant un médecin pour ne pas se dire que c'est normal en fait que certaines femmes soient plus à l'aise à l'idée de le faire devant d'autres femmes. Autre exemple, les personnes immigrées et descendantes de l'immigration, c'est 20% de la population française, donc une personne sur cinq, mais c'est seulement 4,5% des députés. Cela veut dire que plus de 95% des députés ne savent pas ce que c'est que de grandir dans une famille qui a fui la famine, la barbarie, la guerre, dans l'espoir de survivre et de protéger ses enfants, de repartir à zéro, de subir le racisme au quotidien, de s'intégrer difficilement dans une société qui n'a pas les mêmes diplômes, qui n'a pas les mêmes codes, pas la même langue. Ils ne savent rien de tout ça, mais ils prennent des décisions pour tout le monde. Alors, je voudrais quand même vous donner de l'espoir et vous motiver et vous expliquer que les choses peuvent changer. Sachez que les 4 pays les plus en avance sur l'égalité homme-femme dans le monde sont aussi parmi les pays les plus heureux du monde. D'après l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, plus il y a de femmes sur le marché du travail et plus l'économie d'un pays prospère. Si les femmes étaient payées autant que les hommes, par exemple, la richesse de l'Europe, qui est évaluée au moyen du produit intérieur brut, le PIB, augmenterait de 13%. Et si on arrêtait de les embêter, de discriminer les femmes et de les harceler, la productivité globale de la zone européenne pourrait faire un bond de 40%. Donc c'est quand même très important. Il y a aussi une institution très connue et sérieuse qui s'appelle le World Economic Forum et qui a établi que pour gérer la crise du Covid, il valait mieux être dans un pays dirigé par une femme. Ils ont trouvé que les pays dirigés par des femmes avaient des résultats meilleurs systématiquement et significativement. C'est-à-dire que non seulement c'est tout le temps le cas, mais en plus les différences sont importantes.
Et enfin, cette petite statistique assez amusante, même si c'est pas très drôle, plus les tâches sont équitables dans un couple et plus le couple est solide, plus le couple dure dans le temps et plus la vie sexuelle du couple est épanouie. De façon moins chiffrée déjà, dites-vous que plus vous allez grandir et plus il vous sera facile de repérer ces stéréotypes qui sont partout. Et si vous avez un doute, demandez-vous toujours si ce que vous voyez correspond à ce que vous vivez. Hein, dans les dessins animés, par exemple, les filles ont souvent une voix suraiguë, très agaçante. Mais si autour de vous, dans la vraie vie, vos copines ne sont pas du tout comme ça, alors c'est un cliché. Voilà, j'en ai fini pour cette première partie et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. On va maintenant passer à la deuxième partie où je vais vous raconter les histoires de personnes qui ont vraiment existé et qui non seulement ont déjoué des stéréotypes, mais au passage, elles ont transformé la société de façon très positive.